I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bienvenue dans l'épisode 14 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour réinjecter du sens dans nos existences et redevenir les capitaines de nos vies. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que chaque mois, je pars à la rencontre d'un témoin ou d'un expert inspirant pour comprendre comment mener une vie choisie, épanouie et pleine de sens. Et mon invité du mois a beaucoup bourlingué, mais du Liban, où il a grandi, jusqu'à la Suisse, où il s'établira prochainement, il y a dans son fil rouge un véritable cheminement. Dans le privé ou à l'hôpital, Nadim Jaudet s'occupe de notre santé mentale. D'abord neurologue, puis coach, puis psychiatre, Nadim fait preuve d'une grande agilité tout en restant opiniâtre. Ce qui intéresse Nadim, c'est avant tout la fibre de l'humain et ce qui se passe dans la boîte crânienne. Il cherche à soigner les troubles des autres et comprendre ce qu'il y a dans la sienne. Car la particularité de Nadim, outre son humilité, c'est de continuellement chercher du sens, conscient que sur la route de soi, nous ne sommes jamais arrivés. Il nous accueille aujourd'hui chez lui pour nous partager son petit bout de science. Ladies and gentlemen, installez-vous confortablement. C'est parti, on commence. Bonjour Nadim. Bonjour Baptiste. Merci de me recevoir ici, chez toi. Tu es encore en Corrèze pour quelques jours avant de partir en Suisse prochainement. On se connaît depuis presque un an. Ça va bientôt faire un an. Oui. D'abord grâce aux réseaux sociaux. C'est toi qui as repéré le projet. Tu étais venu faire ta synthèse et puis tu as demandé à être recontacté. Donc voilà. Et puis on a échangé. Et puis je crois que dès nos premiers échanges, on a tout de suite senti des atomes crochus mutuels. Et du coup, t'es venu passer un week-end à la maison il y a un petit bout de temps, et puis on a appris à se connaître. Et puis tu me fais l'honneur aussi de faire partie de ce que j'ai appelé le comité de supervision des capitaines. Tu vois, mon manque parfois de confiance en moi m'amène à m'entourer d'experts variés pour m'assurer que les solutions apportent une vraie valeur. Donc pour cet intérêt, puis pour nos différents échanges off, merci déjà pour tout ça. Et puis, c'était tout naturellement, du coup, que je souhaitais t'inviter pour rendre cette discussion disponible à celles et ceux qui sont en questionnement, en transition, en route vers eux-mêmes. Ça te va ? Ça me va très bien. J'ai prévu 2 parties. La première partie, évidemment, qu'on parle de santé mentale, comment la préserver, comment réagir lorsqu'on sent un tiraillement intérieur. On appelle ça une dissonance, mais on y reviendra. Comment éviter que l'élastique ne lâche et qu'on se le prenne en pleine pomme, quoi. Comment on peut agir avant ça. Et puis, particulièrement, avec ton passé de neurologue, j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet du stress dont on parle beaucoup actuellement. Et puis, dans une deuxième partie, si t'es OK, on s'intéressera à ton parcours, mais aussi à tes réflexions, les questions que tu te poses, les doutes que tu rencontres, tes recettes personnelles pour cultiver cette notion de sens qui nous est si chère à tous les deux. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, Nadim. C'est quoi être en bonne santé mentale ? C'est une vaste question. C'est probablement une association. D'abord, je ne dissocie pas la santé mentale de la santé physique. On est un tout. Et dissocier d'un côté la santé mentale et de l'autre côté la santé physique, c'est comme... Pour paraphraser le titre d'un livre d'un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio, c'est l'erreur de Descartes qui pensait qu'il y avait la raison d'un côté et les émotions de l'autre. On n'est pas dissociable. Donc santé physique, santé mentale, ça va de soi. C'est quoi être en bonne santé mentale ? C'est un petit peu la palissade, c'est ne pas souffrir de maladie mentale. C'est se sentir serein, se sentir bien dans sa peau. Ne pas être en souffrance au sens très large du mot souffrance. Il y a plusieurs degrés, du coup, parce qu'on peut aller jusqu'à des pathologies que tu peux traiter d'ailleurs, j'imagine, jusqu'à la psychiatrie, où là, on est vraiment... toi, t'aimes pas parler de pathologie, t'aimes bien parler de troubles, mais des troubles très présents, très intenses. Mais j'imagine qu'il y a une graduation un petit peu dans ces troubles. C'est pas « je suis en santé mentale » ou « je ne le suis pas ». Tout à fait. C'est un continuum entre
la santé mentale et physique parfaite et les troubles qui nécessitent une prise en charge médicale, au sens médical du terme. Il y a tout un continuum de souffrances plus ou moins handicapantes, plus ou moins qui interfèrent plus ou moins avec le quotidien, qui empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui fait, je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui fait, on est à une époque où on bénéficie des meilleures conditions de vie que l'humanité ait connues. On est lové dans un confort matériel sans précédent. On n'a pas connu de guerre sur notre sol, en tout cas depuis 70 ans. On travaille plus 12 heures par jour dans les champs. Pourquoi on parle autant aujourd'hui de santé mentale? Pourquoi on constate, ou en tout cas on ressent une dégradation de la santé mentale dans notre société occidentale? Il y a certainement beaucoup de raisons. D'ailleurs, une idée me passe par la tête que je partage pendant que tu disais qu'il n'y a pas eu de guerre. De façon surprenante, c'est pas aussi tranché que ça, mais c'est pas pendant les guerres qu'on constate le plus de troubles mentaux, c'est après les guerres. Ouais. Et donc, on est peut-être dans une situation où on a le confort, le luxe, peut-être, je mets beaucoup de guillemets, pour se poser des questions. Ça ne veut pas dire que lorsque ce n'est pas le cas, il n'y a pas du tout de troubles mentaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on prend le temps de soigner des troubles qui seraient parus peut-être secondaires en période de guerre, par exemple. C'est peut-être aussi l'essor des différents outils ou technologies qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus conscients le stress, on savait pas trop ce que c'était avant. Oui, certainement. Et puis, ce qui est remarquable aussi à souligner, c'est que on a les troubles mentaux qui vont avec l'époque qu'on vit. Il y a des troubles mentaux je prends l'exemple de l'hystérie. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'emploie plus, mais l'hystérie, maladie au sens que Charcot a décrit, n'existe quasiment plus aujourd'hui. C'était une maladie de l'époque, et aujourd'hui, l'époque comporte son lot de troubles, de maladies, pour employer ce terme, et de souffrances. Ok. Comment on prend soin au quotidien de sa santé mentale ? Difficile question. Si c'était aussi facile, on mais j'ai pas dit que ce serait facile. On serait pas là en train d'en discuter. Il n'y a pas forcément de réponse ou de recette à appliquer. Il y a quelques pistes de réflexion. En tout cas, c'est plus comme ça que je vois les choses. Comment on prend soin de sa santé mentale ? D'abord, et surtout quand on sent que ça ne va pas, même si on se pose la question, on a des doutes, ne pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'on n'y arrive pas forcément tout seul, même si beaucoup de personnes le pensent. Mais les faits montrent que ça va mieux quand on est aidé. Tu me disais que c'était presque l'étape la plus importante quand on parle de santé mentale, c'était l'acceptation que quelque chose ne va pas. La prise de conscience. Parce que si on a une jambe cassée, on est obligé de constater qu'on a une jambe cassée, c'est évident. La santé mentale, c'est peut-être moins facile à détecter. C'est pas si évident que ça. Je fais un petit détour par la neurologie, notamment où il y a des maladies dont un des symptômes est ce qu'on appelle anosognosie, A privatif, noso maladie, gnosie connaissance. Et donc on se retrouve, et notamment c'est des situations, c'est juste à titre illustratif, ça n'arrive pas tous les jours, et heureusement, des lésions de l'hémisphère mineur, qui est le plus souvent l'hémisphère droit, où une personne peut être complètement hémiplégique et tu lui poses la question comment ça va, elle te répond tout va bien. Elle n'est même pas consciente qu'il y a la moitié de son corps qui... Bon, à part cet exemple un petit peu extrême, il y a beaucoup de situations où, pour des raisons qui sont somatiques, lésionnelles ou pas, il n'y a pas de prise de conscience que quelque chose ne va pas. Alors peut-être un moyen détourné de te reposer la question, ce serait quoi les signaux, les symptômes qu'il est temps de se prendre en main, voire de se faire accompagner ? Parce qu'on est tous un peu fatigués dans la vie de tous les jours, mais est-ce qu'un état de fatigue chronique, c'est un signal ? Est-ce qu'un mal de dos est un signal ? Des maux de tête ? Comment ça se répercute ? C'est de la déprime ? C'est quoi ? Oui, c'est possible. Il y a soit des symptômes psychiques, soit des symptômes physiques, comme les douleurs ou d'autres symptômes touchant tout organe. Faut un petit peu s'entraîner, apprendre à être à l'écoute de soi et se dire, lorsque
il y a une situation qui fait souffrir ou qui questionne, c'est que la question est bonne. Il faut se poser la question et se demander qu'est-ce qui ne va pas. J'ai pu croiser aussi des personnes qui sont assez fréquemment dans un état de colère, colère contre la société, colère contre leur patron, contre leurs collègues, contre X. Voilà, c'est pas juste ponctuel face à un fait, mais il y a cet état un peu de colère permanente. Est-ce que ça peut faire partie justement de ce qui peut être dangereux sur le long terme, parce que ça vient user le système nerveux aussi, d'être constamment dans cet état-là? Est-ce que ça peut faire partie des symptômes? Oui, tout à fait. On n'est pas il y a peu de situations, je dis pas que ça n'existe pas, mais qui justifient qu'on soit en colère en permanence, tout le temps, tous les jours. Donc si cette émotion, il y a quelques émotions de base dont la colère fait partie, si cette émotion est envahissante, il y a de quoi se poser la question. L'irritabilité, d'une certaine manière, si on sent qu'on est particulièrement irritable sur le long terme, c'est un symptôme possible. Ok, donc première étape, être à l'écoute de soi. Tu disais aussi faire confiance à notre entourage, c'est-à-dire que d'être à l'écoute des feedbacks qu'on peut nous donner, peut-être même implicites. Oui, tout à fait. J'allais dire oui et non, c'est pas tout à fait ça. Oui, jusqu'à une certaine limite. Je dis pas que l'entourage a forcément et tout le temps raison. Simplement, lorsque une personne est en souffrance et qu'il y a des choses dont qu'elle a du mal à accepter, si tout son entourage lui dit la même chose, il faut que tu te soignes, ça ne va pas, c'est important de l'écouter. C'est important de l'écouter. Surtout, je prends un cas particulier, peut-être extrême, mais ne pas se dire que les autres n'ont rien compris et que s'ils me disent quelque chose, c'est soit que c'est pas applicable, soit c'est de la bêtise, soit m'en veulent, soit être aussi réceptif à ce que... Ça, c'est pas vrai que pour la santé mentale, mais je me dis souvent comment on sort du déni, parce que par définition, le déni, on n'en est pas conscient, et j'ai l'impression que c'est souvent des claques de la vie qui nous font sortir du déni. C'est très difficile de sortir du déni par soi-même, par essence. Quand je dis la claque, c'est la maladie, c'est une séparation parce qu'on devient invivable. C'est des choses comme ça qui nous rappellent. Donc, tu n'auras pas de réponse, je pense, spécifique à apporter. Mais... Non, il n'y a pas de réponse ferme et définitive. Et puis, quand on se pose cette question, c'est qu'on est déjà sorti du déni. Parce que quand on est dans le déni, la personne qui l'est ne se pose pas la question. Bien sûr. Et il n'y a pas de recettes ou de formules à appliquer pour faire sortir la personne du déni. Et d'ailleurs, une de mes recommandations serait que ce serait plus pour l'entourage que la personne qui l'est. Éviter d'être insistant si on sent que la personne n'est pas réceptive à quelque chose. Ça ne servira probablement pas à grand-chose de continuer d'insister ou de répéter exactement la même chose. D'attendre le bon moment, ou en tout cas d'attendre une disponibilité, de donner des exemples concrets aussi, peut-être. Pas être dans une forme de jugement, mais dans une forme de soutien, quoi. Tout à fait. Soutien non envahissant. Ouais. Pas toujours facile, mais oui, on comprend l'idée. Est-ce que la mauvaise santé mentale touche une partie particulière de la population, ou est-ce que vraiment on y est tous sujets à part égale, indépendamment de nos conditions de vie, de nos tempéraments, de nos personnalités, de nos... Non, on l'est tous, tout le temps, susceptibles d'être confrontés aux troubles mentaux, à la souffrance mentale, comme toute souffrance physique. Tout le monde peut avoir la grippe, une maladie des artères... il y a aussi des facteurs de risque qu'il faut éviter, mais personne de nous, malheureusement, n'est complètement à l'abri. On sait que dans le cours de notre vie, il y a des phases où l'incidence de ces troubles est plus importante, en particulier l'enfance, l'adolescence, qui est une période transformationnelle et qui expose à soit des troubles spécifiques, soit des troubles qui surviennent avec une incidence plus élevée. La vieillesse, j'aime pas trop ce terme, mais appelons les choses
comme elles sont. À partir d'un certain âge, lorsqu'on est dans la 3e ou 4e tranche de sa vie, on est exposé à des troubles mentaux qui peuvent être spécifiques à cette tranche d'âge. C'est la raison pour laquelle il y a des spécialités dans la spécialité, la pédopsychiatrie pour les enfants, la gérontopsychiatrie ou la psychiatrie du sujet âgé pour les sujets âgés. C'est quoi? C'est l'équilibre hormonal? C'est le fait de ne pas être dans la même phase de vie? Peut-être la relation aussi à la mort? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette spécificité? Comment ça s'explique? Tout, mon capitaine. D'accord. Un peu de tout ça. Ok. Admettons que je me reconnaisse dans une certaine forme de mal-être psychologique, j'allais dire. Et puis j'ai passé ce stade de l'acceptation. Je me dis oui, tiens, je me rends compte que peut-être je suis pas au mieux de ma forme mentale, etc. Comment on s'oriente? Parce que je me dis, quand on n'est pas dans nos métiers de l'accompagnement, etc., il existe une offre pléthorique de coachs, de thérapeutes, de plein de spécialités différentes, d'approches. On peut parler des théories comportementales et cognitives, de la PNL. On est inondé finalement d'opportunités d'accompagnement. D'où on part quand on n'y connaît rien? Quels sont les petits tips, les petits conseils que tu peux donner à une personne qui dirait « Tiens, j'ai peut-être besoin d'eux, mais je ne sais pas par où commencer ». D'abord, ne pas chercher à attendre la bonne réponse pour conseiller. Vaut mieux conseiller quelqu'un, qu'il soit médecin, qu'il soit coach ou autre, pour être orienté, en tout cas pour au moins faire un point de situation. Si on sait à l'avance que c'est une situation qui nécessite des soins, c'est plus un spécialiste médical, un médecin, un psychologue. Et ça, on peut pas forcément le savoir. On peut pas bien forcément poser un diagnostic sur ce que l'on a, parce que je vois souvent, on nomme mal les choses. On peut voir les choses de manière noire et appeler ça de la déprime alors que ce n'en est pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme on a du mal à poser un propre diagnostic pour nous-mêmes, c'est aussi dur de s'orienter. Est-ce que la bonne clé d'entrée, c'est par exemple de voir un médecin généraliste qui, lui, pourrait nous apporter un éclairage? Oui, tout à fait. C'est pas la seule clé, mais c'est une bonne clé. Ok, donc qui peut orienter. En parler à son médecin traitant, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui se développe, les numéros d'appel en cas de souffrance mentale, en cas de violence, en cas de crise suicidaire. Donc, se renseigner sur le numéro qui correspond le mieux ou qui semble le plus proche de sa souffrance et l'utiliser. À l'autre bout du fil, il y aura un professionnel qui pourra orienter, donner des conseils, sans forcément, bien sûr, apporter la solution tout de suite. Si la solution est aussi simple, ça se saurait, mais en tout cas, au moins orienter. Ok. Ouais, c'est effectivement ce qui paraît être la principale barrière, en plus du déni dont on parlait, du manque de conscience, c'est peut-être une part d'ego ou d'orgueil d'aller vers ces solutions-là, parce que notre société, finalement, elle nous pousse à être fort, à être résilient, à encaisser les coups, etc. Et pour certains, je dis pas pour tous, mais ça peut être plus compliqué de décrocher un numéro où on a l'impression, finalement, d'être un cas à part et voilà, de pas tomber dans cet écueil-là et de pas hésiter à demander de l'aide. Oui, tout à fait. C'est particulièrement vrai dans la maladie mentale. Il n'y a pas de test comme on peut voir en cardiologie, en pneumologie. Il n'y a pas de radio, pas de scanner, pas d'IRM. Des fois, on les utilise, mais pour éliminer d'autres diagnostics. Finalement, le diagnostic de troubles mentaux est essentiellement se pose à travers la parole. Et donc, ça renforce encore plus peut-être le sentiment que je suis supposé être en bonne santé, tout va bien. Si on me fait des examens, si on fait une prise de sang, une radio, on va rien voir, donc tout va bien. C'est peut-être, j'émets l'hypothèse que c'est une des raisons qui font que, en moyenne, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais en moyenne, l'acceptation d'un trouble mental, trouble psychique, est
plus difficile que accepter que on ait un ulcère ou qu'on ait une fracture de jambe. Après, ça touche de plus en plus de monde. Moi, je le vois. J'ai pas besoin d'études scientifiques pour me le prouver ou de pourcentage, mais je vois dans mon environnement personnel et professionnel, j'inclus le tout, que ça touche de plus en plus de personnes. Et finalement, c'est aussi la nature de notre société actuelle qui pousse à ça. Il y a des injonctions. Déjà, la société s'est accélérée avec toutes les informations que le cerveau doit digérer. Je crois qu'on n'est pas forcément câblé autant pour digérer autant d'informations, que ce soit à travers ce qu'on reçoit à travers la télévision, Internet, les mails, etc. Donc, il y a une certaine forme de saturation du mental, j'ai l'impression. Oui. Je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'on peut en faire le constat. Il y a aussi cette injonction au soi fort, quoi. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut se dépasser, etc. Et ça nous déconnecte aussi un peu de notre sérénité aussi, finalement, quoi. Donc c'est pas une honte aujourd'hui que d'être dans cette souffrance-là, parce que sociétalement parlant, c'est un peu... autant on a vécu plein de progrès, mais autant ça, c'est un écueil. Hein. T'es d'accord pour dire que la biologie humaine n'est peut-être pas forcément compatible avec notre société actuelle, quoi? Je ne suis pas sûr que ce soit une question de compatibilité ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. L'accélération, l'hyperpression qui est souvent mise dans différentes situations, le travail en est une, ça n'aide pas ça va pas dans le sens de l'accomplissement de soi. Une des approches que j'aime bien, c'est des fois la contradiction entre les besoins, les intérêts individuels et les besoins sociétaux. Aujourd'hui, on pousse beaucoup dans le sens d'un épanouissement individuel, mais peut-être qu'on pousse beaucoup parce que la pression dans le sens de l'intérêt collectif est plus importante qu'avant. Et ça devient problématique lorsqu'il y a conflit entre les deux, lorsqu'il y a une contradiction entre les deux. Et je me dis que quand il y a contradiction entre les deux, si on veut garder la santé mentale, c'est faire en sorte, faire tout le possible pour donner la priorité à l'individu. J'ai l'impression, parce que quand on parle de santé mentale, bien sûr, il y a plein de conseils liés à la nutrition, à la qualité du sommeil, à des choses aujourd'hui avec l'essor de la méditation, de prendre soin aussi de son... Mais j'ai l'impression aussi que c'est cette fameuse dissonance cognitive dont je parlais en introduction, c'est-à-dire l'écart entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, quoi. Ça c'est un autre facteur de ce tiraillement là entre mes pensées, mes émotions et mes actes du quotidien. Est-ce que ça, c'est des personnes qui sont plus en cohérence avec eux-mêmes? Ça, c'est un autre facteur, un autre déclencheur d'une mauvaise santé mentale? Possiblement, oui. D'autant plus que toutes ces injonctions, tu as employé le bon terme, ça devient injonction lorsque ça devient « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Il faut faire de la méditation. C'est très bien la méditation. Mais si j'ai pas envie de faire de la méditation, on me dit qu'il faut absolument faire de la méditation et je m'oblige à le faire, je suis pas sûr que j'en tirerai un bénéfice. J'en tirerai le meilleur bénéfice si j'entends tout ce qui est dit autour de la... Je prends la méditation comme exemple. J'entends tout ce qui est dit autour de la méditation, je vois ce qui répond à mes demandes et puis je le fais en sérénité. Et pas parce qu'il faut. Il ne faut pas tomber non plus dans l'écueil inverse. D'autres formes, parce que ça ne convient pas forcément. C'est pas forcément facile pour tout le monde, en tout cas, la méditation. Moi, le premier, je ne suis pas un grand expert. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça se musclait de remettre son cerveau un peu au point mort, d'arriver à reprendre le contrôle de ce qui se passe dans nos pensées, quoi. C'est très bien, oui, exactement. Ça permet de se recentrer sur le présent, ça permet aussi, ça aide au lâcher-prise. On est trop souvent tiraillé entre le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore, mais finalement, on passe à côté du présent. C'est un outil extrêmement puissant. Je ne dénigre pas la méditation, loin de là. Bien sûr. C'est quelque chose que j'essaie, dans la mesure du possible, de pratiquer à titre mais un état contemplatif je m'évade en regardant un beau paysage et en pensant à rien, finalement, c'est le même effet. Mais pas tout à fait le même effet. Enfin, la contemplation d'un paysage peut être méditative si tu
te déconnectes complètement, tu te ressentes sur le paysage, c'est une forme de méditation. Enfin, que les orthodoxes de la méditation me pardonnent, parce que c'est pas vraiment de la méditation, mais c'est une façon de se centrer sur le présent, de regarder le beau paysage, d'en profiter à fond, d'oublier les soucis de la veille, de ne pas penser aux soucis de demain. Oui, c'est méditatif. C'est un gros ennemi, je trouve, c'est les pensées qui tournent en boucle, ça, dont on n'arrive plus à se sortir. Oui. J'associe beaucoup ça, peut-être de mon expérience personnelle, mais un côté obsessionnel. À un moment donné, on vient tourner autour d'un problème et on est en boucle, quoi, vraiment. Et peut-être que justement des exercices tels que la méditation... Oui, ça permet de déconnecter ce cyclotron qui se met en place dans la tête. T'aimes bien cette image du cyclotron? Oui, l'accélérateur de particules. L'accélérateur de particules. Voilà. Ça tourne de plus en plus vite, et plus ça tourne vite, plus ça tournera vite. Donc il faut trouver un moyen d'arrêter. Enfin... On a un peu plus de recul maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé au moment de cette pandémie, avec beaucoup d'impact sur la santé mentale. On en a parlé pour les étudiants. Tu parlais des jeunes, pas forcément adolescents, mais en tout cas de ceux qui étaient en études et qui sont retrouvés du jour au lendemain isolés, de la même manière que certaines personnes âgées se sont retrouvées isolées. On a beaucoup parlé sur l'instant des traumatismes que ça avait pu créer. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'une actualité en chasse une autre. Mais est-ce que ce genre de traumatisme-là, quand on vit quelque chose, la perte d'un proche, etc., est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça peut laisser des traces sur notre santé mentale ? Est-ce que le temps fait son office et qu'on est résilient et on revient à notre état de départ, ou est-ce que des gros traumatismes, on doit vraiment s'en préoccuper et les prendre à bras-le-corps ? Non, ça peut laisser des traces à long terme. C'est pas que juste une discussion philosophique, mais moi je pense qu'on revient jamais à son état de départ. Forcément, ce qui s'est passé s'inscrit et on continue d'avancer. Mais ça peut, en fonction de quel type d'exposition, quel est le traumatisme qui a été perçu ou vécu dans ce contexte. Il y a une entité qu'on appelle les troubles stress post-traumatiques. Quand on a des expériences traumatiques où on est exposé par exemple à la mort, où on est confronté soi-même à cette situation, ça peut créer des troubles qui persistent longtemps, pas que juste dans le décours immédiat de l'exposition. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Est-ce que tu as des informations justement par rapport à ça, de savoir comment ces personnes qui ont été traumatisées par ces épisodes-là, comment elles vont aujourd'hui ? Est-ce que c'est résolu ou est-ce que c'est juste qu'on n'en parle plus ? Enfin, mon avis passera forcément à travers les quelques personnes que je connais, notamment à titre professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Je dirais que les traumatismes, en tout cas, je réponds uniquement à travers mon expérience professionnelle. Je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse universelle, mais les situations s'améliorent. Par contre, j'ai le sentiment qu'il y a encore une certaine sensibilité. La vague n'est pas encore complètement passée. Lorsqu'on évoque le sujet, lorsqu'on évoque une nouvelle vague de Covid, lorsqu'on évoque une nouvelle campagne de vaccination, c'est réactif. Tout de suite, on sent que ça réactive certaines choses. Pour prendre soin de la santé mentale, il y a plein de différents angles, différentes approches, différentes disciplines très complémentaires les unes des autres. Toi, je sais que tu es assez attaché à ce qu'on appelle les TCC, les théories comportementales et cognitives. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est et pourquoi ça, parmi tout ce que tu connais par ailleurs, pourquoi ça a tes faveurs ? J'apprécie et je les pratique parce que je trouve que c'est opérationnel, qu'on voit que c'est quantifiable. Il y a des échelles pour mesurer les symptômes qu'on soigne, les objectifs, l'atteinte d'objectifs qu'on se fixe. Comment tu définirais, peut-être avant de rentrer là-dedans, comment tu définirais les TCC Les TCC, c'est les thérapies cognitives. Thérapie, oui, j'ai dit. Oui. Cognitives
et comportementale. Il y a eu plusieurs vagues, je ne vais pas rentrer dans les vagues. Le principe est de partir d'un symptôme sans forcément chercher à le rattacher à une maladie. Le même symptôme qui peut accompagner une dépression, un trouble anxieux, voire un autre trouble, on peut le déconnecter de on n'a pas besoin de cette enfin pas toujours besoin de cette classification nosologique. C'est partir du symptôme, voir comment la personne fonctionne ou dysfonctionne avec le symptôme. On fait quelque chose qu'on appelle une analyse fonctionnelle, voir les répercussions. Et puis, on propose, il y a beaucoup d'outils, et je ne rentrerai pas dans le détail des outils pratiques qu'on peut proposer, l'exposition, la restructuration comportementale ou cognitive, etc. C'est quelque chose qui est très pratico-pratique. J'ai l'impression, parce qu'on avait eu la discussion aussi avec Aurélie Debiol, qui est psychologue, qui elle est assez proche de la logothérapie, donc la thérapie par le sens. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu dans les métiers tels que la psychologie ou la psychiatrie, un peu du côté psychanalyse où on essaye de relier à la maman les problèmes de liés à la mère, etc., pour aller plus vraiment sur quelque chose de beaucoup plus pratique et de répondre à, non pas essayer d'expliquer la cause, de revenir à la source de tout ça, mais plutôt d'essayer d'être dans le pratico-pratique, voire tourner vers l'avenir plutôt que par le passé. C'est pas le fait d'être tourné vers le passé qui questionne, c'est pas que le côté pratique. Il y a eu un rapport de l'INSERM qui date de 2004 qui a clairement montré que les thérapies cognitives et comportementales sont plus efficaces lorsqu'on prend le temps et les moyens de les évaluer sont plus efficaces que la psychanalyse. Je suis pas là pour dénigrer la psychanalyse. Un des reproches que je fais à la psychanalyse, c'est que au départ, ça a été proposé comme étant une approche qui apporte des solutions à tout. Il n'y a rien qui apporte des solutions à tout. Il n'y a pas d'outil universel. C'est pas une potion magique qui soigne tout. Et donc, c'est l'expérience qui a montré que la psychanalyse n'était pas aussi efficace que les thérapies cognitives et comportementales. Que toutes les mamans ne sont pas responsables des maux de leurs enfants ou de leurs conjoints. Oui, je ne voudrais pas réduire la psychanalyse à ça non plus, mais voilà, c'est l'exemple un peu cliché qu'on prend de temps en temps. Oui, je poursuis dans le cliché. Ok, très bien. Je voudrais qu'on aborde plus particulièrement, on a tourné un peu autour, mais ce mot de stress, parce que s'il y a un mot qui est particulièrement à la mode depuis le début des années 2000, c'est celui-là. J'aimerais bien ta définition du stress, parce que j'entends tout et son contraire. Donc c'est quoi le stress ? Comment définir le stress ? Le stress, c'est l'ensemble j'improvise une définition, c'est l'ensemble des mécanismes neurobiologiques qui poussent le corps à se mettre en mouvement. Le stress, c'est notamment ce qui assure la survie d'un individu. Nos ancêtres face à un prédateur, une gazelle face à un lion. Lorsqu'une gazelle croise un lion, il y a... Oui, c'est bien qu'elle s'en aille. Oui, enfin, en tout cas, bien pour elle. C'est pas, je crois bien pour le lion, mais c'est bien pour elle. Donc, il y a toute une série de mécanismes neurobiologiques qui se mettent en marche pour assurer la survie. Enfin, la question aujourd'hui du stress ne se pose pas en termes de survie. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose parfois problème. Je vais y revenir, si tu veux. Mais le stress, c'est ce qui permet de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que je dois confronter ou je dois m'enfuir ? Est-ce que je dois me battre ou... Donc, le stress, c'est finalement un ami qui nous veut du bien, mais que l'on comprend pas bien, en fait, quoi, que l'on déchiffre pas bien la plupart du temps. Tout à fait. Et puis, c'est une question de dose. On n'est pas tous égaux face au stress.
devant une petite araignée inoffensive, je ne parle pas de celle qu'on trouve en Australie, le stress va de 0 parce que la personne l'aperçoit comme étant inoffensive à un stress maximal pour une personne qui a une phobie des araignées, qu'on appelle arachnophobie. Donc pour elle, on n'a pas le même niveau de stressabilité, donc à situation égale, on ne ressent pas le même stress. Oui, c'est clair. Ok. Il y a différentes typologies de stress, hein, c'est ça. Tu parlais de la gazelle, elle, c'est un peu le stress de fuite. Est-ce que c'est utile d'apprendre à comprendre son stress ? Oui, comprendre son stress, oui. Est-ce qu'il y a plusieurs typologies ? Moi, je pense que c'est surtout, il y a différentes situations qui peuvent apporter du stress, mais surtout un continuum dans le niveau de stress. Parce que ça dépend, enfin, les exemples qu'on a pris montrent que ça ne dépend pas de la situation qui stresse la personne, mais de la perception du stress par la personne concernée. Qu'est-ce que tu penses tu disais que le stress était synonyme nous poussait à nous mettre en mouvement. J'entends ce qui est selon moi un neuromythe, j'assume ma position de stress positif. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un abus de langage, le stress positif ? En fait, lorsqu'on parle de stress, je pense que c'est sous-entendu qu'il commence à être négatif. Moi, j'emploie pas beaucoup le terme, ça c'est mon avis personnel, le terme de stress positif. Un stress positif, c'est une situation où on ne perçoit pas de stress, où lorsque quelqu'un se lance dans un marathon, les mêmes mécanismes se mettent en marche, celles qui vont mobiliser l'énergie et les ressources du corps, etc. L'adrénaline, tout ce qui va avec, dont on parle beaucoup. Et donc, ce qui aide la personne à avancer et qui est bien contente d'avancer dans son marathon ou autre, peu importe, c'est pas du stress. Le tout est le niveau de stress au sens très large du terme par rapport à la situation qui le provoque. Lorsqu'il y a un décalage, ça devient du vrai stress. Ouais. Donc, si je récapitule, donc le stress est un messager. C'est bien d'apprendre à connaître nos sources de stressabilité, parce qu'on n'est pas tous égaux. Donc, qu'est-ce qui m'apporte du stress ? Est-ce que c'est les imprévus ? Est-ce que c'est lié à mes valeurs ? Est-ce que c'est par rapport à un manque de confiance en soi, peut-être ? Enfin voilà, d'essayer de décortiquer un petit peu ça. L'idée que le stress est pas forcément rationnel. Effectivement, s'il y a une voiture qui nous fonce dessus, c'est plutôt rationnel. Hein. Il y a une vraie raison pour laquelle on doit se mobiliser. Oui. Mais parfois, on crée nous-mêmes notre propre stress par rapport à des choses qui sont irrationnelles. Tu prenais l'exemple de l'araignée, par exemple. Elle est inoffensive, il n'y a pas de danger. Mais c'est nous qui venons le projeter. Tout à fait. Et c'est aussi, troisième point que tu as évoqué, c'est aussi une question d'intensité, c'est-à-dire que le stress à petite dose peut nous pousser à avancer, à sortir, à nous dépasser, mais quand il devient plus intense, il est démobilisateur, il nous fait perdre notre potentiel finalement. Donc voilà, de surveiller le niveau d'intensité. Et il y a aussi un stress ponctuel qui est lié à une situation précise, et puis il y a cet état de stress chronique. Oui, hein. C'est peut-être ça aussi à surveiller. Tout à fait. Tout à fait. C'est les stress, en particulier les stress liés à des situations. On parle beaucoup de stress au travail. Alors pourquoi on parle, parce que j'ai dans la tête l'image de Charlie Chaplin, les temps modernes, tu sais, quand il serre les boulons, je dis pas qu'il y a plus de pénibilité aujourd'hui, je parle globalement dans notre société tertiarisée, on est quand même sur des métiers beaucoup plus intellectuels dans la main. Pourquoi le stress est autant pourquoi le travail est autant source de stress aujourd'hui ? Si c'est intellectuel, ça veut pas dire que c'est moins pénible. On a déplacé la pénibilité à quelque chose de peut-être plus psychologique. Sans forcément la déplacer. Elle était peut-être là, mais on la voyait pas beaucoup parce que c'était beaucoup plus du travail physique. Auparavant, c'était moins intellectuel derrière un ordinateur en télétravail que maintenant. Donc, c'est pas vraiment déplacé le stress. C'est de nouvelles situations qui peuvent être génératrices de stress, qui peut être significatif. Et
puisqu'on est sur cette thématique du travail, on parle aussi beaucoup de bonheur au travail, de QVT, les qualités de vie au travail. Je pense que le monde de l'entreprise a pris conscience un petit peu de ces... j'allais dire de cette dérive, ou en tout cas de cette vigilance à avoir par rapport au bien-être. Comment tu juges dans l'absolu un petit peu ces tentatives on voit des choses un peu risibles des fois, tu sais, de mettre des M&M's et puis un baby-foot pour que les gens se sentent mieux, mais sans aller jusqu'à dans cette caricature-là. Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui te semble utile pour avoir un environnement de travail sain ? Beaucoup de choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille idéaliser le travail. Aujourd'hui, une des injections, c'est se réaliser à travers le travail, s'éclater au travail. C'est pas toujours le cas. Et si c'est pas le cas, c'est OK. On a un travail parce que c'est comme ça que la société est construite, parce que c'est la manière de chacun de contribuer à la société, à apporter son grain de sel. Donc, moi, je vais pas dans le même sens que ceux qui disent que il faut se réaliser. Le problème, c'est que si on retient ce critère, ça laisse de côté pas mal de personnes qui n'ont pas pu trouver un travail où elles se réalisent complètement. Et c'est OK, il n'y a pas besoin de se réaliser. Si on y arrive, c'est bien. Si on vit de sa passion, c'est très bien, c'est une chance. Mais il ne faut pas en faire la norme. Il ne faut pas que ce soit applicable, espérer que ce soit le cas pour tout le monde. Espérer que tous ceux qui sortent de chez eux le matin vont aller passer une journée, vont aller s'éclater pendant la journée et rentrer le soir en disant on aurait préféré avoir des journées de travail plus longues. Je pousse le trait, mais c'est un petit peu l'idée. Et donc, pardon, ta question, c'était... ma question, c'était quel regard tu portes, même si c'est pas forcément ton domaine de prédilection, mais quel regard tu portes sur les initiatives qui sont lancées de qualité de vie au travail, toutes ces démarches-là. Est-ce que c'est... Ma seconde question, c'était quelles sont les conditions idéales pour ne pas ressentir trop de stress au travail, quoi. Pour répondre à ta deuxième question, pour ne pas ressentir trop de stress au travail, il n'y a pas de formule universelle. C'est chacun. Il y en a qui sont contents derrière un ordinateur toute la journée sans bouger et qui trouvent ça génial. Il y en a d'autres qui ne supportent pas plus de 10 minutes derrière un ordinateur. La condition, c'est dire est-ce que ça répond à la question est-ce que je suis bien dans mon travail ou pas. Il y a une autre dimension dans le travail, c'est la dimension collective. Parce que des fois, on est bien où on remplit quelques critères seuls, mais il y a d'autres critères collectifs qui peuvent venir du management, qui peuvent venir de la communication, qui peuvent venir de beaucoup de choses qui ne sont pas remplies. Donc, le travail en équipe, donc on est plus ou moins dans des situations de travail en équipe. Aujourd'hui, il y a, en fonction du métier, de l'activité, les équipes sont plus ou moins grandes, plus ou moins éloignées, donc les questions qui se posent ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, il y a presque pas de travailleurs solitaires, complètement solitaires, qui ne tient en compte que ses critères à lui. Et donc là, le travail collectif en équipe introduit une complexité supplémentaire, ce qui explique le développement des coachings d'équipe, par exemple. Ouais. On constate aussi une explosion de ce qu'on appelle les RPS, là, les risques psychosociaux au travail, et notamment alors toi tu dirais peut-être un trouble, mais une pathologie, je dirais, qui est celle du burn-out. Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est tellement rentré rapidement dans le langage collectif qu'il y a aussi un abus de langage par rapport au burn-out. Dès qu'on se sent un peu fatigué ou qu'on est au bout du rouleau, comme on dit ouais, je crois que je fais un burn-out, mais c'est plus précis que ça, le burn-out. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Exactement. Je pense que le terme de burn-out a été très galvaudé. À chaque fois qu'on se sent mal, on appelle ça burn-out. Et en fait, le burn-out, c'est une entité bien spécifique. En 2 mots, c'est l'individu a ses batteries à plat. C'est pas un trouble de l'humeur, c'est pas une dépression. Ça peut s'accompagner, mais c'est pas ça la définition du burn-out. Le burn-out, c'est on a épuisé le stock d'énergie et il y a des personnes qui sont en véritable burn-out qui ne peuvent plus se lever du lit parce que les batteries sont à 0. J'ai cru comprendre, vraiment je parle sous ton contrôle parce que je suis pas du tout spécialiste,
que c'était les glandes surrénales, c'est ça qui était sollicité, qui était un peu responsable enfin pas responsable, mais qui nous servent à nous adapter à une situation, et qu'elles ont tellement été sollicitées pendant tellement longtemps que, en gros, elles disent maintenant fichez-moi la paix, et c'est ça qui met à plat. En partie, il faut pas réduire le burn-out aux glandes surrénales. Les glandes surrénales sont de petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui tout simplement sécrètent l'adrénaline et quelques autres, la noradrénaline notamment, quelques autres, ce qu'on appelle les hormones du stress. Non, faut pas réduire le burn-out, absolument pas, parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus complexes au niveau cérébral qui entrent en ligne de compte. Il n'y a pas de biologie du burn-out qui a été clairement définie, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose de complexe. J'ai l'impression qu'on en sait même, le corps médical en sait encore finalement assez peu sur ce phénomène-là, qui a l'air assez nouveau, quoi. Oui. On dit aussi qu'on n'est pas tous égaux face au burn-out, qu'il y a des profils qui sont plus sensibles au burn-out. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la personnalité, de la façon de travailler, de l'expérience personnelle, des traumatismes passés possibles, du sens que le travail a. Parce que le burn-out, en fait, c'est typiquement un hyper-engagement dans le travail, une surconsommation de sources d'énergie, et puis ces sources d'énergie se trouvent à un moment à plat. C'est comme si c'était... C'est peut-être trop réducteur, mais l'image, c'est comme si c'était une voiture dont la jauge d'essence était en panne. Et d'un coup, elle tombe en panne sèche. J'ai plusieurs expériences, plusieurs témoignages de burn-out. Effectivement, une personne que je connais qui est sortie du boulot le matin, sortie du métro, le matin pour aller au travail, et qui a fondu en pleurs, mais elle ne savait pas pourquoi. Et son médecin lui avait prescrit de retourner sur les lieux assez rapidement, même si elle a été arrêtée bien sûr, mais de quand même refaire ce chemin-là pour ne pas que le cerveau associe à cette station de métro ou à ce truc-là quelque chose de définitivement trop triste, de se réhabiliter un peu comme ça. Et j'ai un autre cas qui m'avait beaucoup plus surpris dans une de mes formations, un participant qui parlait assez ouvertement de son expérience de burn-out, parce que voilà, il s'en était remis. Et je lui disais, c'était quoi les symptômes? Il dit, effectivement, je me sentais fatigué à la longue, quoi. C'était pas juste, j'ai mal dormi et je me lève fatigué. Donc, j'étais continuellement fatigué. J'avais un peu des maux de dos, en avoir plein le dos, on dit. Et il me dit, un autre truc aussi, oui, c'est régulièrement le matin, je m'évanouissais au petit déjeuner. Je dis, mais comment on ne réagit pas, tu vois? C'est fou, là, tu parlais de la jauge d'essence qui est en panne. Ça me parle vachement, parce qu'il y a des symptômes parfois qui sont évident, quoi, où on se dit alerte rouge, et les personnes ne l'entendent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Difficile d'apporter une persévérance. Une réponse. Ça me rappelle l'allégorie de la grenouille qu'on met dans une marmite. Si elle est bouillante, elle va tout de suite s'en rendre compte et sauter. Et si on chauffe l'eau petit à petit, elle a le temps de s'habituer à la température qui monte et ne plus se rendre compte que l'environnement est de plus en plus toxique et finir mourir et bouillanter. Et je me demande toujours comment les scientifiques sont venus à faire cette expérience. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une expérience qui a été faite ou si c'est une allégorie. Mais bon, c'est suffisamment parlant, je l'adopte sans l'avoir vérifié. Donc, les risques psychosociaux, il ne faut pas du tout associer le burn-out aux risques psychosociaux. Le burn-out, c'est une partie. On peut être en dépression à cause du travail. Ça rentre dans le cadre des risques psychosociaux. Enfin, on peut le mettre dans ce contexte. Il y a d'autres symptômes. Il y a des maladies somatiques qui peuvent être classées sous risques psychosociaux. Le burn-out, c'est une parmi d'autres. Une partie, oui. C'est souvent aussi multifactoriel, non? C'est pas que le boulot. En général, c'est... Oui. C'est souvent que c'est... Oui. Il y a plusieurs raisons, quoi. C'est pour ça que c'est difficilement qualifiable aussi de maladie professionnelle, parce qu'on s'aperçoit souvent que c'est un contexte général qui fait que tombe là-dessus. Oui, on parle aussi des burn-out parentaux.
Ouais. Les parents qui n'en peuvent plus parce que les enfants ou l'enfant pose problème, ils sont épuisés. Oui. Et puis, on est un tout. On n'est pas un autre individu quand on rentre chez soi que quand on est au boulot. C'est la même personne, le même vécu, la même personnalité, dans des contextes différents. Donc oui, pour ça, je suis à fond dans une approche systémique en disant que c'est pas juste, il faut pas regarder une situation juste à travers un angle étroit, mais élargir le plus possible, la mettre dans un contexte global. Sans rentrer trop dans les détails, moi je retiens cette allégorie de la jauge d'essence qui est en panne, ça me parle très fort. Et puis on en revient un peu aux conclusions de ce qu'on disait en ouverture sur la santé mentale en général, essayer d'écouter nos proches, de demander de l'aide, de sortir de cet état de déni justement, puisque notre jauge, on peut plus trop lui faire confiance. Très bien. Est-ce que l'anxiété, c'est pareil que le stress ? Quelle différence on fait ? Ça se rejoint beaucoup à un niveau biologique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, même si ça se recoupe au niveau neurobiologique. L'anxiété, c'est une peur sans objet. Quand je suis dans la rue, je vois une voiture arriver, j'ai peur. Et j'ai bien raison d'avoir peur parce qu'il y a une bonne raison d'avoir peur. Quand je suis dans la rue, il n'y a rien du tout et j'ai peur ou je suis anxieux à l'idée qu'une voiture pourrait arriver et m'écraser alors que je n'en vois aucune, ça c'est de l'anxiété. D'accord. Est-ce que ça se soigne ? Oui. Je dis ça, je fais un clin d'œil très affectif à ma mère parce que s'il y a bien une personne anxieuse que je connais, voilà, elle a 70 ans, ça a un vrai impact sur son sommeil. Comment on remuscle ça ? Parce que c'est toute sa vie, finalement, elle a projeté de ce qui pourrait nous arriver, comme beaucoup de mamans font aussi, mais pas que pour ses enfants, mais même professionnellement, dans la vie de tous les jours, de projeter de qu'est-ce qui pourrait arriver, quels seraient les scénarios. Alors, ça a certainement une certaine forme d'utilité pour se préparer à... Par contre, quand c'est trop important chez certaines personnes, ça peut devenir contre-productif pour le sommeil, pour son état de bien-être mental, etc. Est-ce qu'on doit accepter ça, faire avec, ou est-ce qu'il y a des exercices ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas d'exercice. Écoute bien, maman, là c'est pour toi. Bonjour madame. Il n'y a pas d'exercice particulier parce que il faut d'abord, ce qu'il y a de plus important, c'est de se faire aider. En d'autres termes, de consulter. Il y a différentes formes d'angoisse qui ne se traitent pas du tout de la même façon. Ce que tu décris ressemble à quelque chose qui pourrait être ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, qu'on appelle la maladie des soucis. L'anxiété prend beaucoup de formes. Et encore une fois, c'est pas l'anxiété en soi qu'on soigne, c'est l'anxiété telle qu'elle est et telle qu'elle interfère avec la vie d'une personne. Donc il faut, au préalable, avant de se poser la question qu'est-ce qu'on fait, comment on soigne, il faut dire comment ça fonctionne et d'où va découler la réponse, quel est le meilleur moyen de la soigner. Mais il n'y a pas de formule magique. Et en tout cas, je pense aussi au fait que la France est un des champions de consommateurs d'anxiolytiques, notamment. T'as une explication à ça ? C'est surprenant, non ? Est-ce que c'est notre état d'esprit, notre culture qui fait ça ? Est-ce que c'est l'industrie... comment on explique ça ? C'est probablement plusieurs choses. Sans doute une dimension culturelle. La part de l'industrie, je ne sais pas, mais qui n'est pas écartée par défaut. Le système de soins, il y est peut-être pour quelque chose... On dit que les Français sont jamais contents, etc. C'est lié à ça ? C'est culturel, tu crois ? Caricatural, mais ouais. C'est peut-être pas faux, au fond. Il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Je ne pense pas que ce soit juste lié au fait qu'ils ne sont jamais contents. On est des rebelles, c'est pour ça. Ok, bon, pour boucler sur le sujet, y a un nom de spécialiste quand on est particulièrement anxieux que l'on peut consulter, qui est spécialisé un petit peu dans cette anxiété généralisée, là. C'est un psychiatre ou un psychologue. D'accord. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions que je voulais te poser par rapport au stress. Il y avait cette histoire de l'éco-anxiété, puisqu'on était sur l'anxiété, qui est
encore Oui, une nouvelle une forme, nouvelle j'allais forme, dire. oui. Voilà. Est-ce que tu as une vision particulière par rapport à ça? Est-ce que c'est spécifique et ça se traite différemment, ou finalement c'est juste une déclinaison de ce qu'on a dit précédemment par rapport au stress? Non, ça se traite pas différemment. Ça rejoint ce que je t'ai dit au début, que les troubles sont liés au contexte. Donc, c'est une anxiété contextuelle. Aujourd'hui, on dit que depuis quelques années, c'est la première fois où on se dit que l'avenir pour nos enfants ne sera pas meilleur que celui qu'on a vécu, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux, pas forcément vrai non plus, pour rajouter à l'ambivalence. Mais en tout cas, la question est réelle. La réponse que chacun apporte, il y en a qui sont dans les actions précises pour essayer de changer les choses et qui peut générer de l'anxiété chez d'autres personnes. Mais c'est pas une anxiété, une nouvelle entité nosologique complètement qui se traite contextuel, quoi. De façon différente. Oui. Ok. Pour boucler sur le chapitre du stress, je retiens qu'en fait le meilleur remède au stress, puisque c'est sa fonction, c'est de nous mettre en mouvement. Donc quand on se sent sous stress / anxieux, etc., le meilleur moyen, ça reste, au-delà du fait de se faire aider ou de soutenir si c'est plus profond, mais en tout cas, de manière ponctuelle, la meilleure réponse au stress, c'est l'action, c'est ça? Ça peut, c'est pas la seule, mais c'est pas la seule action. Mais se mettre en mouvement, par exemple, ne pas s'arrêter devant une anxiété, mais affronter une anxiété, c'est beaucoup plus utile pour la faire disparaître que l'éviter. Okay. Donc, oui, ça c'est le. Donc, oui. Et peut-être l'écueil à ne pas faire, c'est juste regarder ailleurs et rester dans l'évitement, quoi. Oui, exactement. L'évitement, c'est ce qu'on appelle un renforcement négatif, c'est-à-dire plus on évite et plus ça légitime la place de l'anxiété ou du stimulus anxiogène, et plus ça va augmenter l'anxiété. C'est un petit peu le reproche, c'est pas le seul, c'est un petit peu le reproche aux médicaments. Quelqu'un qui a tout le temps un comprimé sur lui pour le prendre en cas de stress, c'est de l'évitement. Ça légitime. Donc le stress, enfin l'anxiété, l'origine, enfin le stimulus anxiogène pour la personne est suffisamment réel, présent, que ça justifie de garder sur soi toujours un petit cachet au cas où. Pas mettre des stratégies d'évitement en place, mais plutôt essayer de traiter l'origine, quoi. Oui, éviter l'évitement. Éviter l'évitement. J'ai juste un commentaire à rajouter. C'est pas lié à une partie particulière, mais entre le normal et le pathologique, c'est un continuum. Il n'y a pas de limite nette, bien précise entre normal et pathologique. Et c'est un livre qui est publié, j'ai oublié le nom de l'auteur, une thèse de médecine des années 40, le normal et le pathologique. Et je trouve qu'il est extrêmement pertinent. Qu'est-ce qui est normal, complètement normal? Qu'est-ce qui est pathologique? Et qu'est-ce qui est entre les deux? Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est un continuum. Très bien. Sans transition, j'avais quelques petites questions, j'allais dire en vrac, comme ça, à te poser. Tu t'es formé au coaching à HEC, si je me souviens bien. Notamment depuis l'épisode Covid, la pandémie, etc., on voit une explosion du nombre de coachs. Quel est le regard que tu portes sur j'avais envie de dire le marché, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est devenu un marché, le marché du coaching. Toi qui es aussi dans la partie médicale, au sens académique du terme, est-ce que la formation est suffisante? Est-ce qu'on peut faire confiance à un coach? Est-ce qu'il y a des bons coachs et des mauvais coachs? Comment tu vois ça et comment tu pourrais nous aider à trouver un peu des repères là-dedans, parce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont perdus dans cette masse de coachs qu'il y a. Alors, ce que je vais te dire ne va peut-être pas aider, comporter des solutions opérationnelles. Oui, il y a de mauvais coachs et de bons coachs, mais ça dépend. On n'est pas mauvais dans l'absolu ou bon dans l'absolu. Il y a quelqu'un qui peut percevoir un coach
comme mauvais parce qu'il n'a pas pu lui apporter la solution, alors qu'une autre personne qui a consulté ou qui a fait appel au même coach l'a trouvé fantastique. Comme il peut y avoir ce qu'on appelle de mauvais médecins, de bons médecins, moi je m'oppose à cette catégorisation absolue de lui il est bon ou il est mauvais. Non, ça dépend. Il peut être bon par certains côtés ou dans certaines situations et être mauvais dans d'autres. C'est quoi un bon coach? C'est un coach qui aide son client à atteindre ses objectifs, tout simplement. Alors effectivement, une définition rapide du coaching, c'est une personne qui aide ses clients ou les personnes qui le sollicitent à atteindre leurs objectifs. Alors, il y a plein de types de coaching professionnel, coaching de vie, coaching sportif, coaching... donc, le fait qu'il y ait tellement de situations qui peuvent relever du coaching explique aussi cette explosion du marché, comme tu l'as appelé. Et du coup, ce serait quoi? J'avais posé la question à Aurélie de Biol, justement. Ton point de vue m'intéresse aussi. C'est quoi la différence fondamentale entre un coach et un thérapeute? Tel qu'un psychologue, pas forcément un psychiatre, mais... Un coach, c'est pas quelqu'un qui soigne. C'est pas un soignant. Un thérapeute est soignant, par définition. Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne. Et chaque coach met son curseur à un positionnement différent. J'ai croisé des collègues coachs qui me disaient d'une façon ou d'une autre que lorsqu'elles sentaient la personne en souffrance, elles conseillaient tout de suite de consulter, d'arrêter le coaching et de partir sur la partie thérapeutique, de consulter un thérapeute, un médecin. On a tous des sensibilités différentes. Moi, par exemple, sans doute parce que je suis médecin au départ et lorsque j'ai pratiqué du coaching, je me sentais pas mal à l'aise dans ces situations, même si je disais que dans la situation, je ne suis pas médecin, je suis pas soignant, mais je suis coach. Mais je ne sentais pas le besoin d'arrêter le coaching donc tout dépend de la rencontre entre le coaché, le coach et la sensibilité, la formation, l'histoire du coach. Okay. J'ai assisté une fois à une conférence avec quelqu'un qui s'appelle Robert Dilts, qui a donné une image que j'ai trouvée extrêmement pertinente du coaching. Il a dit que le coach, c'est un chauffeur de taxi. Quand tu arrêtes un taxi, c'est pas à lui de te dire où il faut aller. C'est à toi de lui dire « je vais à tel endroit », lui t'indiquera le meilleur chemin, en fonction le plus court, le plus beau, le plus touristique, etc. Donc, il y a différents chemins qui mènent au même endroit, mais c'est pas le coach qui dit où est-ce qu'il faut aller. C'est le coaché qui dit « voilà, moi je suis là, je veux aller là-bas, et j'ai besoin de connaître le meilleur chemin ». Et je crois que c'est la définition de coach, on en revient au cocher. Oui, exact. Et on n'est peut-être pas si loin que ça tout à fait. de la définition de Robert Dilts. Pareil, sans transition, ça m'intéresse, on sort un peu de la ligne éditoriale des capitaines, mais tu es dans le domaine de... Tu as une grande connaissance, je rappelle que tu as travaillé en hôpital, en clinique privée, pour des laboratoires pharmaceutiques. Et puis là, tu t'apprêtes à partir en Suisse. Et j'avais envie de te dire, on en est où du soin français? Parce qu'on en a beaucoup parlé, de la qualité des conditions. Je ne parle pas du personnel, mais je parle des conditions de soins en France. On s'est aperçu qu'on était un peu à la ramasse quand même, qu'on n'était pas prêt en tout cas à cet épisode-là, mais qu'on manquait de moyens. Je crois que statistiquement, on a des lits qui descendent. Enfin, on en est où? J'ai aussi un ami qui s'est reconverti à 35 ans par vocation profonde en tant qu'infirmier. Il a choisi les urgences psychiatriques et ça fait à peine 2 ans. Il est un peu dégoûté du métier de par les conditions dans lesquelles il doit exercer. On entend plein de cris d'alerte des soignants. Pour autant, ça continue. On en est où du soin en France? Eh bien, ça continue, comme tu le dis. Malheureusement, la situation est difficile. En tout cas, on a le sentiment qu'elle est de plus en plus difficile. Je n'ai ni les compétences ni la prétention d'indiquer qui est responsable de cette situation. Probablement personne en particulier. C'est un contexte général qui fait qu'on en est là.
de moins en moins de ressources, de plus en plus de demandes, notamment depuis la crise de la Covid qui a fait exploser les demandes. Ça retourne un petit peu, enfin pour la partie spécifiquement Covid, mais on reste à des niveaux de demande extrêmement croissantes. Enfin, je ne sais pas qu'elles sont élevées dans l'absolu, mais on a de plus en plus de demandes. Moins de moyens, ce qui fait que ça rallonge les délais, ça réduit les possibilités, ça met toutes les personnes dans des situations extrêmement frustrantes. Les usagers, surtout, parce que c'est eux qui souffrent en premier, mais les soignants aussi. Il ne faut pas se représenter les soignants comme étant des personnes qui font ce qu'ils peuvent puis qui passent à autre chose. Le fait de quitter en fin de journée ou en soirée en se disant voilà, j'aurais pu faire X consultations en plus, aider X personnes en plus, ben, c'est pas très confortable pour les soignants. J'ai l'impression qu'on a une vision un peu gestionnaire du monde, une vision très rationalisée, très économique du soin en fait, et que c'est quand même un marché particulier ou un domaine particulier, celui de la santé, oui. Et qu'on a une vision un petit peu trop chiffrée de la situation et que c'est au détriment un peu des qualités de soins qu'on peut recevoir au global, hein, je parle. Ben, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est vrai. C'est vrai. Alors, peut-être vu de l'angle de certains cliniciens dont je fais partie, donc qui sont confrontés directement aux patients, on a le sentiment qu'un certain nombre de décisions tiennent plus compte de critères chiffrés que vraiment de besoins sur le terrain. On a envie de demander à certaines personnes venez passer une journée avec nous, vous allez voir comment ça se passe. Mais je me mets en même temps à la place des personnes qui prennent les décisions. Je suis pas sûr que ce soit une situation confortable, donc faut pas jeter la pierre non plus. En tout cas, le résultat est que, oui, malheureusement, la situation actuelle est difficile et n'évolue pas forcément dans le sens de l'amélioration. Ok. Quelques petites questions, j'appelle ça les questions popcorn, c'est-à-dire que c'est des questions où je t'invite à une réponse spontanée, pas forcément un développement. Ta réponse est très personnelle. Il n'y a pas de bonne réponse, mais tu nous dis en quelques mots, tu essayes de répondre par format popcorn. C'est quoi la grande question ou les grandes questions que tu te poses en ce moment ? Qui suis-je ? Qu'est-ce qui te manque pour avancer vers cette réponse ? Du temps, du recul, beaucoup de choses. Alors je fais une petite parenthèse dans mon popcorn, mais c'est ce qui m'a surpris positivement et qui m'a plu chez toi, c'est que je me suis dit, oh, le gars, il est neurologue, coach, psychiatre, et plein d'expériences, et pourtant, première chose que tu m'as dit, mais moi je suis en quête de sens, moi je m'interroge encore sur ce qui m'anime, sur qui je suis, etc. Et je trouve ça génial d'avoir toutes ces compétences accumulées sans être tombé dans des certitudes et de rester dans cette phase de questionnement. Donc voilà, c'est un feedback que je te fais en direct. Ben, j'aime bien la réponse de Pierre Desproges qui dit que la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Ah bah j'aime bien, je vais me la réapproprier celle-là. Comment tu fais pour prendre tes grandes décisions de vie ? Je m'écoute. Je me déconnecte de toutes les interférences. Enfin, j'essaie. C'est pas facile et je n'y arrive certainement pas complètement, mais je fais l'effort de me déconnecter, de neutraliser toutes les pensées, toutes les injonctions parasites, de m'écouter vraiment au fond de moi. Comment tu fais ça, concrètement ? Tu t'isoles ? Je n'ai pas de formule. D'ailleurs, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est pas typique d'une décision à prendre très rapidement. Oui, je m'isole mais pas que je m'isole. C'est parfois, c'est en même temps le contraire que je fais. Je demande des avis, des personnes à qui je fais confiance, des amis ou autres. Je m'isole ensuite pour processer. Oui, je voulais trouver un autre moins angliciste, mais processer, effectivement, digérer toutes les réponses, plonger au fond de moi-même,
comment je fais ? Je m'autorise des fois aussi à mettre de côté toutes ces pensées en me disant que les décisions arrivent souvent, pas quand on est dans le processus de la décision, quand on met une question de côté. On la met de côté, on fait autre chose, et puis quelques temps plus tard, quelques heures, quelques jours, parfois plus, on se dit, on voit et on constate que la réponse devient évidente. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? On ne sait pas. Enfin, il y a beaucoup de théories sur les prises de décision, mais en tout cas, ça marche bien. Ok. Pour moi. De quoi tu es le plus fier ? D'abord de mon fils. Et surtout. Oui. Enfin, de pas mal de choses que j'ai faites aussi, de là où je suis aujourd'hui. Enfin, j'aurais pas dit fier, c'est pas une source de fierté, mais je suis content plutôt que... Oui, la fierté, je la garde pour mon fils. Qu'est-ce que tu admires de plus chez l'humain ? Son humanité. Qu'est-ce que tu supportes le moins ? La bêtise. Très bien. Nadim, on arrive à la fin de cet épisode. On a passé plus d'une heure ensemble. Donc, merci d'avoir pris le temps de cet échange. J'ai l'habitude de finir sur 2 questions récurrentes. La première, c'est 3 inspirations. C'est pas forcément des bouquins, ça peut être des films, des documentaires, ce que tu veux. Des choses que tu nous conseilles de voir, d'écouter ou de lire parce que tu les as trouvées inspirantes au sens large du terme. Ça peut être sur la santé mentale ou sur autre chose. Est-ce que tu as des références qui te viennent ? Alors, c'est très loin de la santé mentale à proprement parler. Des inspirations, je trouve, enfin, en lecture, relire Albert Camus, qui pour moi est un auteur exceptionnel. Relire La Peste dans un contexte de Covid, par exemple, ça peut... Je connais L'étranger, mais qui est particulier dans l'écriture. Tu conseilles La Peste, ouais. Et est-ce qu'il y en a c'est tout Albert Camus en général. Oui, d'une façon générale. Okay. C'est vrai que ce sont ces 2 livres phares, les plus connus, les livres phares. J'aime particulièrement La Chute parce que c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois et à chaque fois je me dis je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il veut dire. D'accord. Tu as plusieurs niveaux de lecture, quoi. Oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, avoir visité la Haute-Corrèze que je quitte bientôt, qui est une très très belle région. Il y a des spectacles naturels, enfin des paysages assez exceptionnels. Très bien. Je vais te poser dans un instant la question qui tue, celle qui est un peu au centre de mon projet et j'aime bien récolter plein d'interprétations différentes. Donc ce sera le mot de la fin aussi, mais je vais te laisser généreusement quelques secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Le temps pour moi aussi de conclure. De remercier les auditeurs et auditrices pour d'être restés avec nous jusqu'au bout et de nous suivre épisode après épisode. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, c'est que son contenu a dû vous plaire, donc je vous encourage à le noter à son maximum et puis à vous abonner parce que c'est un vrai coup de pouce. On me dit qu'il faut que je le dise plus. Abonnez-vous à ce podcast pour lui donner de la visibilité. Pensez aussi à nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube Les Capitaines, je crois qu'on peut le faire, pour savoir ce que vous appréciez et puis ce que vous me suggérez aussi. Pourquoi pas à me souffler des noms d'invités que vous pensez inspirants. Et puis pour plus d'informations sur le projet et nos solutions, il y a la nouvelle version du site qui est en ligne, www.lescapitaines.com et puis coup de projecteur sur notre solution gratuite qui est notre petit autodiagnostic gratuit qui s'appelle la boussole pour savoir où vous en êtes dans votre quête de sens et votre transition de vie. Voilà, Nadim, c'est ma petite routine. Du coup, un grand merci pour ton accueil. Merci à toi. Voilà, t'es dans les cartons. On va pas cacher, on va pas cacher les coulisses. Tu t'apprêtes à partir en Suisse, mais t'as pris ce temps pour échanger ensemble. Donc merci beaucoup. Et puis on reste en contact évidemment pour la suite, pour le projet des Capitaines. Bien sûr. Je te laisse le mot de la fin. Nadim, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie ?
La réponse peut être très longue, mais il y a 2 idées qui me viennent. Être capitaine de sa vie, c'est d'abord avoir appris à s'écouter, à se faire confiance, à suivre son intuition, ce qui est loin d'être acquis. Ce ne sont pas des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, ce sont des compétences qui se travaillent, qui se développent. Et deuxièmement, c'est une personne qui a réussi à bien régler les niveaux d'alerte, différents types d'alertes qu'elle a dans sa vie, les alertes pour savoir quand ça va mal, quand il faut changer, ce qui rejoint être à son écoute. C'est comme ça que je vois quelqu'un qui est bon capitaine de sa vie. Merci Nadim Jaudet. Merci Baptiste Marin.